Mercredi soir, j'ai été interviewé par une grande chaîne de télé fédérale russe au sujet de la situation au Proche-Orient et plus spécifiquement la situation en Syrie. Vous allez pouvoir entendre cette interview et voir la clairvoyance que j'avais déjà quelques jours avant la chute du régime de Bachar el-Assad, qui s'est passé extrêmement subitement puisque en quelques jours, entre mercredi et ce matin, eh bien, c'était fini et un pouvoir de transition a été mis en place, proposé par le Premier ministre de Bachar el-Assad pour accompagner les terroristes. Et je dis bien les terroristes puisque leur chef est un ancien d'Al-Qaïda, d'ISIS, et que la plupart des militaires qui se sont battus viennent de camps d'entraînement dont venaient aussi les terroristes de Crocus. C'est le même profil de personnes, le même type de financement et le même type de formation. Comment est-ce que tout ça a été possible? Je l'explique assez rapidement, je vous en dis quelques mots, mais on a vu, ils étaient absolument coordonnés, ils étaient structurés, ils utilisaient parfaitement des drones, des motos, tout type de véhicules, mais surtout, il y avait eu un incroyable travail de subversion qui avait été fait. Je vous rappelle que la Syrie est ravagée depuis 14 ans par une guerre civile. Il y a plus de 8 millions de Syriens qui sont hors de Syrie, en grande partie à cause de cette guerre interminable, et toutes les sanctions américaines qui créent véritablement la famine et un désordre considérable en Syrie qui ne peut profiter de ces terres agricoles qui sont contrôlées par les Américains, mais qui ne peut pas contrôler non plus et profiter de ces champs pétroliers parce qu'une partie est contrôlée par la Turquie, une autre partie est contrôlée par les Américains. Mais surtout, depuis toujours, la Turquie a maille à partie aussi avec d'autres groupes qui sont protégés par les Américains, parce qu'en fait, rien n'est simple entre les Kurdes, etc. Enfin, bref, tout est compliqué dans cette région, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a réussi à décapiter complètement le Hezbollah, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Or, le Hezbollah était essentiel pour aider le gouvernement syrien de Bachar el-Assad à supporter les premières années de cette guerre contre des terroristes en attendant une intervention plus importante de la Russie. Intervention qui n'était pas possible de la même manière parce que les Russes sont tellement sollicités en ce moment aux quatre coins du monde et surtout sur le front ukrainien, qui est quand même un front extrêmement coûteux en vie humaine et en matériel depuis bientôt 2 ans et demi, qu'ils ne peuvent pas se disperser partout. Il y a une situation extrêmement tendue en Géorgie. Il y a le risque maintenant très clair et identifié par rapport à l'Arménie, le risque par rapport également qui peut revenir au Kazakhstan. Je vous rappelle que avant le début de l'opération spéciale, il y avait une tentative de coup d'État au Kazakhstan. À tout moment, ça peut redémarrer. Il y a beaucoup de pays qui sont dans la ligne de mire de l'État profond. On vous rappelle tout ce qui arrive à l'Iran également depuis un certain nombre d'années et de mois d'assassinats ciblés, de sanctions terribles et une diaspora, comme pour la diaspora syrienne, qui a joué un rôle certainement ambigu, qui n'a pas forcément compris ce qui venait de se passer il y a quelques années en Libye et le résultat pour les Libyens. Mais finalement, les leçons des uns ne sont pas les leçons des autres. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une terrible boîte de Pandore qui est ouverte maintenant. Cette boîte de Pandore fait que le Hezbollah, ou ce qu'il en reste, est complètement livré à lui-même. Donc on va voir comment les choses vont évoluer avec Israël. Est-ce qu'il va y avoir un statu quo? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Israël a profité de cette période pour augmenter son avancée sur le plateau du Golan en récupérant des villages et en poussant son avantage plus loin. Je rappelle aussi que si les Irakiens et les Iraniens n'ont pas pu aider le régime de Bachar el-Assad, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait des convois, ils étaient bombardés et par les Américains et par les Israéliens, et qu'il y a eu des tentatives d'envoyer
à Damas des avions depuis Téhéran et que immédiatement Israël a signifié que ces avions seraient descendus. La flotte russe a quitté le port de Tartous. La base aérienne de Kémine, je ne sais pas dans quelle mesure les avions sont toujours là, qu'est-ce qui s'est passé. Pour les Russes, c'est également un grand trouble et le premier ministre de transition a annoncé aux Russes que de toute façon, lui ne pouvait prendre aucune décision puisque les Russes, en principe, ont ces bases depuis 2017 jusqu'à 2066. C'était le contrat qu'ils avaient avec la Syrie. Est-ce que ce contrat sera maintenu ou pas? Dans quel cadre? Est-ce que de toute façon, pour les Russes, c'est rassurant d'avoir des bases avec juste derrière les barbelés des personnes qui peut-être ne les apprécient pas beaucoup? Je rappelle que l'ambassade iranienne a été complètement mise à sac et que les Irakiens ont décidé également de quitter leur ambassade pour aller au Liban en attendant de savoir comment les choses évoluaient. Évidemment, le palais présidentiel a été complètement détruit, de la même manière que les maisons de nombreux notables, quand je dis détruit, c'est pillé, de la même manière que de nombreuses maisons de nombreux notables, et on a vu immédiatement le pillage de tout ce qu'il y avait dans les banques, et en particulier la Banque nationale, donc tout ce qui concerne les réserves d'or, etc. On peut imaginer que des services spéciaux bien organisés, de toute façon, ont su coordonner les choses pour que ça retourne à qui en a le plus envie et qui avait le mieux anticipé les choses. Donc pour l'instant, évidemment, les images qui viennent sur tous les médias sont des images de joie. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes images qui arrivent sur les réseaux alternatifs où on apprend qu'il y a déjà de nombreux assassinats, de nombreuses exécutions sommaires et que de toute façon, ce mouvement est tellement déstructuré que les choses ne vont pas rentrer dans l'ordre facilement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Les Américains contrôlent bien les zones pétrolières, contrôlent bien les zones agricoles. Comme je dis, la Syrie s'étend. Qu'est-ce qui s'est passé également hier? Hier, il y a eu finalement un sacre. Exactement en même temps que la Syrie tombait, il y avait le sacre de celui que j'appelle, mais qui se désigne lui-même comme l'antéchrist, et son binôme qui l'accompagnait en jupe courte, c'est-à-dire une jupe au-dessous de la taille. Alors pour une femme de plus de 70 ans, avec des hauts talons, tout ça n'est pas sérieux, et dans la cathédrale, dans une cathédrale, ça l'est encore moins. Pourquoi ne pas venir en string moulant, comme certaines photos d'elle, qui donnaient des impressions de protubérance? Et je reste très sérieux en le disant. On avait le cardinal qui était habillé comme s'il sortait tout droit d'un jeu de Super Mario Bros. On avait Zelensky qui était toujours dans sa tenue militaire et on avait des dizaines ou des centaines de courtisans qui essayaient d'approcher soit Macron, soit Trump, soit les deux, soit Elon Musk qui était venu aussi. Je souligne que Donald Trump, comme je l'avais dit dès hier à 19h, est venu sans sa femme, ce qui montre qu'il n'était pas là pour une célébration religieuse ou la réouverture de Notre-Dame, il était là au front. De la même manière qu'Elon Musk est venu, et en général pour ce type d'événement, Thanksgiving, etc., et a fortiori la réouverture de Notre-Dame, il aurait dû venir avec un de ses enfants pour lui montrer ce lieu magnifique. Il était là également seul, et il portait ces fameuses bottes Santiago en cuir qu'il ne porte que dans des occasions particulièrement spéciales. Lui, en revanche, contrairement à Zelensky, avait mis un costume. Donc, la musique absolument abominable, le discours de Macron qui ne cesse de parler des sacres qui ont eu lieu dans ce lieu. On a bien vu qu'en fait, tout avait été fait pour lui, puisque l'ensemble des personnes sont rentrées et se sont installées. L'évêque a demandé l'ouverture de la cathédrale, mais il n'a pas demandé l'ouverture de la cathédrale pour lui-même, comme ça aurait dû l'être, puis la foule se serait installée. Non, il a demandé l'ouverture de Notre-Dame de Paris pour le couple Macron,
pour l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il a accepté de jouer leur jeu, il a fait ouvrir. Alors il était dans une tenue ridicule, faite par Castelbajac, il y a beaucoup de thèses, comme quoi ça ressemblerait à Google, etc. Les choses les plus sérieuses ne vont pas dans cette direction, elles vont vraiment dans une direction satanique, dans une direction d'étoiles, de pentagrammes colorés, qui font allusion au contraire aux éléments, qui font allusion à des cérémonies occultes, évidemment, puisqu'on a des couleurs primaires, dont le bleu, le rouge, le jaune et le blanc, et on a évidemment le vert, qui est un mélange de bleu et de jaune. Mais quoi qu'il en soit, cette cérémonie, pour ceux qui l'ont vue, n'était pas spécialement sous de bons augures, il pleuvait. Il y avait peu de vent, pas du tout pour justifier le fait que Macron n'ait pas parlé dehors. De toute façon, ça n'a jamais été prévu comme ça. Ce n'était pas possible dans le timing qui était prévu. Et immédiatement, évidemment, Notre-Dame de Paris s'est retrouvée être un lieu de messe avec un appel à l'orgue et des musiques véritablement barbares, improvisées. Donc on voit quel était l'esprit du moment, c'était véritablement de la cacophonie, c'était tout à fait abominable. On avait Macron qui souriait et Donald Trump qui était véritablement stupéfait par les sons qui sortaient de cet orgue. Je rappelle d'ailleurs que quand vous regardez un orgue au fond d'une église, un peu dans la nuit, c'est comme si vous aviez une chauve-souris, puisque la forme a cette forme de chauve-souris, et vous vous amuserez à étudier et vous découvrirez qu'en fait ces orgues ont tous été installés et offerts le plus souvent par des grands philanthropes américains depuis environ un siècle pour avoir ce type de forme. Et les ombres sont, ma foi, très parlantes dans une église, puisque d'un côté on a la croix, Marie, le Christ, les saints, et dans le dos on aurait cette forme très étonnante. Et pourtant, j'adore la musique, j'adore Jean-Sébastien Bach d'une façon générale. Dès que je peux, je vais écouter des musiques dans les églises, mais là, véritablement, on voit qui a pris le contrôle de cette église. J'en ai parlé dans le détail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, ça va trop vite. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à m'envoyer des informations, en m'envoyant des articles, etc. Et je les lis tous parce que je me dis que s'ils m'arrivent, ce n'est pas par hasard et je fais confiance à toutes ces choses-là dans mes actions. Mais ce que j'essaie de dire, et ça c'est véritablement important, j'insiste, il faut bien comprendre que la planète Terre était une planète totalement minérale, une planète volcanique, une planète dans laquelle aucune vie ne pouvait exister. Et croire, comme on essaie de vous le dire, avec le darwinisme, mais également avec le marxisme, le capitalisme, toutes ces théories, entre guillemets, de la meilleure économie, de l'évolution de la nature, du plus fort qui remplace le plus faible, etc., etc., ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une créature aussi incroyable que l'humain, une créature qui parle, qui pense, etc., à partir de quelque chose de minéral, qui aurait décidé un jour de prendre vie, puis d'évoluer, puis de devenir un petit poisson, puis de plus avoir de nageoires et de sortir, et après de voler ou de grimper aux arbres, etc. Et puis un jour comme ça, subitement, après des milliards d'années d'évolution complètement incroyable, il déciderait d'avoir une conscience, d'avoir de l'amour. Alors évidemment, il y a dans le règne animal des animaux qui ont des jeux de séduction, monogamie, polygamie, etc. Enfin, je ne vais pas parler des merveilles de la nature, de tout ce qu'il y a dans la nature. Le soleil qui se lève tous les jours, la lune dans le ciel, les étoiles. Mais c'est surtout de l'humanité que ça m'intéresse. On est en train de laisser
ces gens détruire l'humanité. Parce que toutes les guerres qu'on observe et qu'on essaie d'étudier, de comprendre le pourquoi, le comment, etc., les Russes les ont très bien résumées. C'est une bataille du bien contre le mal, c'est eschatologique, et finalement, toutes les religions disent la même chose en ce moment, y compris en Inde et ailleurs. Alors, je remarque que tout ça doit complètement dépasser l'entendement pour les Chinois, qui n'interviennent pas, qui ne sont jamais intervenus pour aider la Syrie à se reconstruire. Tout ça doit les dépasser. Et on aura véritablement des informations plus importantes au fil des jours et des semaines qui viennent sur leur attitude. Mais quoi qu'il arrive, tout ça est eschatologique. Il y a beaucoup de prophéties qui annonçaient l'avènement de l'Antéchrist et en même temps la chute de la Syrie, qui est une terre sainte par excellence, qui est un pays très important, et entre autres Baba Vanga, qui annonçait ça et qui disait que dans la foulée, une guerre mondiale exploserait. Donc pour l'instant, les seules guerres, on les connaît, hein, c'est le génocide de Gaza, c'est la colonisation de la Cisjordanie, mais c'est aussi l'opération spéciale russe en Ukraine. Mais face à eux, il y a tout un ensemble de pays qui sont en guerre et pour l'instant, la Russie refuse de rentrer en guerre contre eux. Évidemment, il y a beaucoup d'autres guerres. Là, on vient d'avoir une guerre éclair. Alors, il faut juste réaliser la taille de la Syrie. Posez-vous cette question également, comment tout ça est possible? La Syrie est un pays immense. Et finalement, en même pas 2 semaines, elle a été conquise par à peine 20 000 ou 30 000 mercenaires et terroristes. Ce qui montre à quel point les choses avaient été parfaitement préparées en termes de subversion au sein de l'armée de Bachar al-Assad qui était exsangue. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que des milliers de Syriens réfugiés ont été utilisés pour ça, mais également des terroristes de très nombreux pays, des formateurs et des informateurs américains, israéliens, français. Je vous rappelle cette phrase de Fabius sur les bons terroristes. Voilà, il faut se poser la bonne question. On est véritablement dans un Truman Show, c'est-à-dire que ce que vous voyez à la télé n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui essaient de faire survivre l'humanité à des hordes de vampires qui, depuis la nuit des temps, ont œuvré pour détruire la foi chrétienne, pour introduire un espèce de multiculturalisme, la fin, entre guillemets, des races, si on peut encore utiliser ce mot sans être accusé. Donc la fin des genres, la fin de tout ça. Il suffit de regarder l'histoire avec les Khazars, regarder ce qui s'est passé avant et pendant la révolution bolchevique, qui a tiré les ficelles, quelle est l'identité de tous ceux qui ont commis les massacres les plus abjects, toutes ces choses que l'histoire essaie d'effacer, mais qu'elle n'effacera pas. Et moi, je ne laisserai pas effacer les choses, et de plus en plus, j'essaierai de vous ouvrir les yeux sur ce qu'est le mal absolu. Le mal absolu n'est pas ce qu'on vous a dit, le mal absolu n'est pas ce qu'on vous a fait croire, le mal absolu a une autre identité, et il œuvre en ce moment, au-delà de l'entendement. Il y a un antéchrist, mais il y a des hordes de vampires, des hordes d'adorateurs du diable qui œuvrent depuis longtemps pour prendre le contrôle de la finance mondiale, pour prendre le contrôle des moyens de communication, des médias mondiaux, mais également de plus en plus de tout ce qui est la sphère politique, la sphère économique, en particulier dans le domaine médical et dans les big pharma. Tout ça est très important, il faut le regarder froidement, il faut le regarder posément et factuellement et arrêter de culpabiliser parce qu'on parle de la vérité ouvertement. Je vous demande de faire preuve de courage, je vous demande de vous regarder en face dans une glace et de penser aux générations passées qui se sont battus pour que ça n'arrive pas, et quand je parle passé, je parle de très très loin passé, et d'essayer de comprendre à quel point ça a dû être difficile pour Vladimir Poutine de réussir tout ce qu'il a fait, envers et contre tous,
et aujourd'hui encore. Donc j'espère que la grande Chine va véritablement se réveiller, que de très nombreux pays du monde vont comprendre quel est le danger qui est en train d'arriver, et que Trump, avec Musk, Kennedy, Ron Paul et d'autres, va réellement prendre le taureau par les cornes et vider le marécage. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en ce dimanche soir, en vous rappelant quand même que pour son sacre, Macron a demandé un jour de sabbat, un samedi, et tout ça n'est pas anecdotique avec les fêtes de Saturne, mais pas seulement, puisque c'est un 7 décembre, et donc 7, 12, 10, 1, et 2024, 8, donc on a 1, 8, 18, et le 18, pour ceux qui connaissent les chiffres, c'est 6, 6, 6. On a bien assisté, qu'on le veuille ou non, à une forme de couronnement dans le troisième temple qui est en train de devenir Notre-Dame. Et tout ça, c'était passé avant le sacre de l'autel, un autel qui est extrêmement bizarre et qui ne répond à aucune exigence de la liturgie chrétienne. Tout est truqué, tout est mensonger. Battez-vous, libérez-vous par la prière, par la foi et par l'amour. Alors, on a vraiment effectivement le sentiment d'une nouvelle escalade dans ce qui est en train de se passer depuis plus d'un an au Proche-Orient, avec d'une part le génocide à Gaza, d'autre part depuis quelques mois les bombardements à Beyrouth et au sud du Liban qui continuent. Il semblerait qu'il y ait au moins une cinquantaine de non-respect du cessez-le-feu par Israël. Et là, subitement, dans la foulée de l'accord de cessez-le-feu, on observe immédiatement, venant surtout de la partie occupée par la Turquie, des milliers de terroristes, mais suréquipés, comme s'ils avaient eu accès à un dépôt d'uniformes, d'armes, de talkie-walkie et d'équipements de l'OTAN, mais également une formation. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils savent exactement, ils ont une stratégie très claire, ils savent où aller. Quand ils sont bloqués, ils ont des personnes qui leur expliquent comment réussir à atteindre l'objectif. Et en parallèle, les Américains, depuis la zone qu'ils occupent, ont également commencé à faire des bombardements sur les lieux dans lesquels les Iraniens ont des bases. Et Israël a déjà commencé à menacer qu'il pourrait intervenir également en Syrie si les choses s'aggravaient. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire d'un point de vue israélien, puisque en fait ça ne s'aggrave pas pour eux. Ils considèrent au contraire que la situation est parfaite, puisque une Syrie attaquée de toutes parts, ça veut dire une Syrie plus faible. Et on sait que depuis 10 ans, quasiment quotidiennement, l'aviation israélienne bombarde la Syrie et occupe toujours une partie du territoire syrien dans le Golan. Donc oui, on est véritablement dans une escalade, et une escalade dans laquelle les Occidentaux, donc que ce soit les Américains, les Français, les Anglais et leurs alliés dans cette région, c'est-à-dire Israël et la Turquie, montrent leur vrai visage, qui est véritablement de déstabiliser tous les pays qui sont des alliés à la fois de l'Iran et de la Russie, puisque l'objectif final, c'est toujours le même, déstabiliser la Russie. Mais je souligne qu'en parallèle à ce qui est en train de se passer en Syrie, on a également en Géorgie une aggravation de la situation, avec une nouvelle tentative de révolution de couleur. Donc on voit que ça part dans tous les sens, pas uniquement en Syrie. Alors, même sans approfondir, il faut juste rappeler que la Syrie est sous le coup de mouvements terroristes, de révolutions de couleur,
d'intervention des Occidentaux pour aider ceux qu'ils appellent des bons terroristes depuis les années 2010. La situation s'est stabilisée en faveur de la Syrie, véritablement à partir de 2015, quand la Russie est intervenue. Et depuis 2016-2017, la Syrie avait retrouvé son calme et il y a eu des accords à Astana qui ont été signés avec la Turquie pour arrêter d'avoir une implication de la Turquie dans des mouvements terroristes, mais également dans le vol de pétrole, de gaz, comme en revanche les Américains continuent à le faire dans la zone qu'ils contrôlent. Donc à qui ça profite? Ça profite uniquement aux gens qui veulent affaiblir, continuer à affaiblir le Hezbollah au Liban, qui a véritablement souffert considérablement les 2 premiers mois entre les attentats terroristes avec les pagers, mais également l'assassinat de toute leur hiérarchie, puisque Nasrallah a été tué, mais tout l'état-major a été tué, et pas qu'une seule fois, ils ont été tués à plusieurs reprises, y compris les personnes en charge de la communication, et y compris les gardiens de la Révolution, les généraux gardiens de la Révolution et les personnes importantes qui ont été tuées soit en Syrie dans le consulat iranien à Damas, soit également à Beyrouth. Donc on voit qu'il y a cette volonté véritablement par Israël et ses alliés d'écraser tous les pays qui sont de ce qu'on pourrait appeler un axe de résistance face à leur ambition colonialiste. Donc le Liban, mais en particulier le Hezbollah au Liban, la Syrie et l'Iran, avec l'aide de la Russie en particulier. Et quelle est la place de la Syrie? C'est que la Syrie est la plaque tournante pour que l'aide iranienne ou irakienne puisse arriver au Hezbollah. Donc neutraliser la Syrie, comme sont en train d'essayer de le faire les terroristes aux ordres vraisemblablement de l'OTAN, est une manière de montrer que la cible, c'est bien l'Iran, puis la Russie. Alors oui, on a vraiment un tableau d'ensemble. Alors peut-être pour revenir un peu en arrière, tous les problèmes de la Syrie ont commencé à éclater quand ils ont choisi pour le gazoduc qui allait apporter du gaz du Moyen-Orient vers l'Europe, la proposition iranienne, au détriment de la proposition du Qatar. Et immédiatement après a commencé une pseudo-guerre civile qui a provoqué des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, dont une grande partie sont partis en Europe, mais également sont encore en Turquie. Donc il y a eu une vraie période tragique pour la Syrie qui a commencé vers les années 2010-2011 avec beaucoup de terroristes. Il y avait Al-Nosra, Daesh, ISIS, ils étaient tous là et on voyait les images épouvantables avec des journalistes ou des occidentaux qui étaient égorgés, avec des villages qui étaient entièrement détruits. Et on revoit à nouveau la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau des images qui parviennent où on voit ces terroristes, cette fois-ci habillés véritablement, encore une fois, comme des commandos de l'OTAN. Ils ont tous les mêmes chaussures, ils ont tous les mêmes tenues, ils ont tous des gilets pare-balles, ils ont les bonnes lunettes de soleil, les casques de combat, ils ont les mêmes armes, ils ont des véhicules. En fait, on voit des colonnes de véhicules où ils ont des véhicules extrêmement modernes, extrêmement chers. Et même s'ils gagnent de l'argent avec des trafics divers et variés, pour se procurer ce type de véhicule, ce type d'armes, il faut des soutiens. Et les premiers éléments qui parviennent, c'est que ces armes arrivent massivement d'Ukraine, ainsi que les formateurs. C'est-à-dire qu'on voit se mettre en place un paysage qui implique l'Ukraine, et on savait déjà que l'Ukraine était impliquée également en Russie, contre la Russie en Afrique. Et donc on voit que les États-Unis et l'Union européenne, qui sont les pays les plus agressifs vis-à-vis de la Russie en Ukraine, utilisent également le proxy ukrainien partout où la Russie a ou essaye d'avoir de l'influence, c'est-à-dire en Afrique et au Proche et au Moyen-Orient. Donc on a un tableau qui est relativement dramatique, puisque d'un côté, les Russes avaient montré avec Oreshnik qu'ils ne plaisantaient pas,
qu'il fallait arrêter cette escalade, qui disposait d'une arme qui rendait le nucléaire obsolète, puisque l'arme Oreshnik est capable de tuer très précisément des mercenaires, des militaires à grande distance, y compris dans des bunkers, mais également des usines d'armement, sans toucher les populations civiles. Quelle a été la réaction de l'Occident? Au lieu de comprendre la détermination des Russes suite à cet envoi de missiles, eh bien, des révolutions de couleur comme en Géorgie et une attaque terroriste extrêmement massive en Syrie, à un moment où finalement tout le monde pensait qu'il y aurait peut-être quelques semaines ou quelques mois d'apaisement, à part pour la population de Gaza qui continue à être bombardée en permanence. On voit que ce n'est pas du tout le cas, on voit qu'il y a une surenchère permanente, donc le tableau est extrêmement négatif, puisque même dans la période d'incertitude, avant l'arrivée de Donald Trump qui affirme qu'il veut la paix, eh bien, le gouvernement Biden est en train de partir sur le sentier de la guerre de façon plus déterminée qu'il ne l'a jamais été pendant l'intégralité du mandat. Donc le paysage est vraiment dur et la cible syrienne, puis iranienne, puis toujours pareil la Russie, est clairement dans la ligne de mire. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter cette guerre. Alors, Israël a annoncé, Netanyahou a annoncé que la trêve durait a priori 2 mois. Alors, c'était assez bizarre, puisque c'était une trêve qu'il avait obtenue, mais en expliquant qu'il l'obtenait parce qu'il avait besoin d'avoir de nouvelles armes. On doute réellement qu'il y ait du manque d'armes, parce que depuis des mois, en fait depuis plus d'1 an, il y a un pont aérien incessant de livraison d'armement depuis les États-Unis, mais également depuis les bases de l'OTAN, en Allemagne, en Italie. C'est l'arrivée incessante de gros transporteurs militaires et de bateaux qui apportent des missiles pour l'aviation et tout type de missiles pour les chars, pour les snipers, etc. Donc, c'est vraisemblablement cette accalmie, mais qui n'en est pas réellement une, puisqu'il y a énormément de ruptures du cessez-le-feu qui ont lieu à l'initiative d'Israël depuis la date officielle du cessez-le-feu, c'est pour que les regards se tournent vers la Syrie. Israël considère en réalité qu'elle a obtenu ses objectifs avec le Hezbollah et qu'elle ne pourra pas aller plus loin tant qu'elle n'a pas coupé le Hezbollah et le Liban de l'Irak et de l'Iran qui fournissent l'essentiel des missiles, des roquettes qui touchent maintenant de plus en plus en profondeur en Israël, puisqu'on a vu les derniers jours avant le cessez-le-feu de plus en plus de roquettes qui atteignaient les grandes villes, dont Tel Aviv en Israël, mais également la ville d'Haïfa. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que des roquettes qui arrivent du Yémen contre Israël et un peu d'Irak. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de faire tomber le régime de Bachar el-Assad, et on voit qu'ils se sont donné des moyens considérables puisque les terroristes ne cessent d'avancer. C'est-à-dire qu'ils ont avancé très vite jusqu'à Alep. Ensuite, ils sont arrivés à Hama, ils ont été repoussés d'Hama et maintenant ils ont pris Hama et ils avancent vers Homs. Et s'ils réussissent à prendre Homs, ils auront complètement séparé la base navale et la base aérienne russe sur la Méditerranée qui est à Tartus et à Kémine de Damas. Et donc ça va être quelque chose d'assez dur à gérer pour le gouvernement de Bachar el-Assad, sachant que Israël est très impatient d'en découdre et que les États-Unis sont sur place avec beaucoup de soldats et de moyens militaires aériens, mais également terroristes, puisque dans le tiers est de la Syrie, qui est contrôlé par les Américains, c'est là qu'on a les restes d'un ISIS qui pourrait se convertir avec un nouveau nom et dans laquelle sont vraisemblablement des soldats également formés soit par les Ukrainiens, soit par les Américains pour véritablement attaquer dans tous les sens le régime
de Bachar al-Assad. Donc on voit que la situation est extrêmement tendue. C'est pour ça que les Iraniens et les Irakiens proposent de l'aide, mais aussi c'est sans doute pour ça que la Chine a déclaré qu'elle était prête à soutenir son allié syrien, mais également l'Arabie saoudite, puisque Mohamed Ben Salman a immédiatement pris fait et cause pour la Syrie. Donc on voit vraiment qu'il y a une grosse fracture qui est en train de s'opérer dans cette région, avec des très grands pays, surtout les acteurs des BRICS, qui comprennent de mieux en mieux quel est le jeu très ambigu de la Turquie, mais aussi cette volonté de chaos des Américains et des Israéliens qui, dans le cas du dossier syrien, ne peuvent pas dire qu'ils sont victimes de la Syrie, puisque depuis des années, la Syrie se fait bombarder sans jamais répondre au bombardement. C'est complètement fou, mais la Syrie a accepté depuis toutes ces années d'être bombardée quotidiennement par Israël sans jamais répondre. Alors, déjà, il faut rappeler que Gaza est sous les bombardements, est dans un ghetto pour la population gazaoui, plus de 2,4 millions ou 2,5 millions personnes. En tout cas, les survivants par rapport à cette population qui occupait Gaza en octobre 2023, ils sont sous les bombardements incessants de l'armée israélienne, mais également des incursions très fortes, voire l'envahissement avec des chars. On observe d'ailleurs déjà des bases israéliennes qui sont installées sur le territoire de Gaza. Donc comment gérer une destruction de 80 à 90% de toutes les infrastructures de la ville, que ce soit l'eau, l'électricité, les hôpitaux, les écoles, les universités, les systèmes administratifs, tout est désorganisé et même Israël veut empêcher l'UNRWA de pouvoir intervenir en rendant cette organisation de l'ONU illégale sur le territoire israélien et donc ils ne pourront plus traverser le territoire israélien pour intervenir à Gaza. Donc aujourd'hui, on a un véritable génocide. Officiellement, il y a 45 000 morts, mais toutes les études sérieuses indiquent que ce serait plutôt 200, 300, voire 400 000 morts et peut-être plus si on considère les personnes qui n'ont pas pu être identifiées, si on considère les personnes qui sont mortes des suites de leurs blessures et qui ne sont pas comptabilisées comme morts, mais aussi si on considère les gens qui meurent de faim, qui meurent de maladie, qui meurent plus jeunes qu'elles auraient dû à cause de la fatigue ou des troubles avec l'eau qui n'est pas potable, avec la nourriture qui est de mauvaise qualité, etc. Donc il y a un véritable drame humain et la Russie est un des seuls pays qui véritablement hausse le ton au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc à Gaza, ils ont véritablement un sentiment d'abandon. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Hezbollah avait toujours expliqué que son attitude vis-à-vis d'Israël et les roquettes et quelque part les escarmouches permanentes, c'était pour ne pas faire oublier leur volonté qu'Israël fasse un cessez-le-feu et trouve une solution avec Gaza. Donc c'était très étonnant qu'après l'assassinat de Nasrallah, assez vite, il y ait une possibilité de cessez-le-feu. Et donc une possibilité justement pour Israël d'en finir avec Gaza et de préparer quelque part l'attaque vers l'Irak et vers l'Iran, puis que la Russie ait perdu un de ses alliés forts, l'Iran, dans cette région. Et donc, on voit bien que le problème de Gaza est sur le point, en tout cas à écouter le régime de Netanyahou, d'être réglé, puisqu'ils sont en train d'envahir complètement le nord du Gaza, qui est, alors là, pour le coup, bloqué et sans nourriture, sans acheminement de soins, sans acheminement de rien du tout, ni même la possibilité que les personnes qui sortent pour aller dans des hôpitaux à l'étranger pour être soignées. Donc la CPI a déclaré qu'elle émettait un mandat d'arrêt contre Netanyahou pour crime contre l'humanité et contre son ancien ministre de la Défense. Donc on aurait pu penser que le régime israélien se calmerait sur la question de Gaza. Ce n'est pas du tout ce qui se passe.
Au contraire, puisque la France, l'Allemagne, la Hongrie, un certain nombre de grands pays et évidemment les États-Unis ont dit qu'ils ne tiendraient absolument pas compte de ce mandat d'arrêt international et que si Netanyahou ou n'importe quel membre du gouvernement israélien voulait venir, il serait accueilli, il ne serait pas du tout menotté et livré à la Cour pénale internationale. Donc on voit qu'Israël n'a aucun souci à se faire, ils peuvent continuer vis-à-vis de l'Occident américano-anglo-saxon français, continuer le génocide de Gaza sans aucune conséquence. Et maintenant, finalement, avec la Syrie qui est la cible d'attaque, il faut craindre que beaucoup oublient ce qui est en train de se passer à Gaza. Alors, les États-Unis, depuis longtemps, ont abandonné l'idée que les pays étaient amis avec elles parce qu'elles leur faisaient du bien. Les Américains traitent, à part Israël, l'ensemble des pays du monde comme des vassaux qui doivent lui obéir. Et on a bien vu ce qui s'est passé avec la destruction de Nord Stream. Les Européens, au lieu de pointer du doigt le coupable américain de ces attentats contre une infrastructure vitale pour l'Europe, ont accepté d'être en silence, de faire des fausses enquêtes et d'acheter 4 ou 5 fois plus cher le gaz en provenance des États-Unis. C'est la même chose pour leur armement, c'est la même chose pour les logiciels, c'est la même chose pour tout. En fait, les Américains s'enrichissent des guerres qu'ils créent aux 4 coins du monde. Et quand des pays décident de dire non, nous n'acceptons plus, on a véritablement envie de se libérer de vous, alors immédiatement ils les menacent, comme ils ont fait avec l'Iran, comme ils ont fait avec la Corée du Nord, comme ils ont fait avec la Russie et la Chine. C'est le SWIFT est coupé, des sanctions, de l'argent confisqué, des menaces militaires, des menaces de coup d'État, des menaces de sanctions quasiment énormes, puisque déjà même Donald Trump annonce aux pays des BRICS, s'ils décidaient de se passer du dollar, une augmentation des taxes les concernant de 100%. Alors c'est évidemment des menaces qui sont complètement ridicules, et tout de suite les Chinois ont dit, si jamais il y avait des pays qui devaient souffrir de telles taxes, eh ben pour les choses en question, nous on les achètera sans taxe. Et on compensera largement en fait le trouble causé par le départ des Américains en tant que clients. Donc on voit que en fait les Américains ont perdu les pieds, ils ont perdu les pédales, ils sont en train de montrer un visage d'une violence économique qui est complètement suicidaire vis-à-vis du reste du monde. Ils avaient commencé avec la Russie, avec l'argent confisqué, et également avec l'armement sans limite de l'Ukraine, qui, je rappelle, aujourd'hui est en train de perdre des générations entières. Et Blinken vient de déclarer qu'il fallait que l'âge de la mobilisation soit baissé à 18 ans. C'est-à-dire que maintenant, les Ukrainiens, si Zelensky écoute ce que lui demandent les Américains, vont être mobilisés dès 18 ans. Et peut-être que dans quelques mois, ils diront pourquoi pas à 16 ans, pourquoi pas à 15 ans. Donc on voit bien que les pays sont des outils pour les Américains, puisqu'évidemment les Américains n'ont pas envie, en tout cas officiellement, d'envoyer leurs soldats se faire détruire par la Russie. Puisque ce qui se passe en réalité sur le terrain, c'est qu'il y a déjà 800 000 morts, d'après les chiffres sérieux, 800 000 soldats ukrainiens qui sont morts absolument pour rien. Puisque à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Les objectifs de l'opération spéciale russe seront tenus, mais en plus, l'Ukraine aura perdu 800 000 Slaves jeunes qui auraient pu être utiles pour ce pays pour aucune raison. Et donc ça, c'est vraiment le cynisme américain, mais on a exactement la même chose au Proche-Orient avec Israël, qui massacre sans aucune limite. On a bien vu, il y a déjà plus de 5000 morts au Liban en 2 mois.
Donc ça donne une idée de la violence, entre guillemets, de ces pays pour lesquels la vie humaine, la vie de civils, de femmes et d'enfants ne compte absolument pas. Et donc on peut craindre le pire, puisque même quand la Russie dit « à partir de maintenant, il faut que vous fassiez attention, on a changé notre doctrine nucléaire », et ça c'est vraiment un message qui était très fort, puis la démonstration de force avec Oreshnik, eh bien, aucun pays n'écoute, au contraire, ils sont dans une stratégie de psychopathe, à dire on va continuer à envoyer des missiles, on va continuer à envoyer de l'aide et on va même envoyer des avions toujours plus puissants, toujours plus lointains. Et là maintenant, on commence à prendre des positions et fait et cause pour les terroristes en Syrie. C'est-à-dire que déjà en France, comme vous l'évoquiez, on a de nouveau les mêmes casques blancs qu'il y a 10 ans, mais on dit aussi, s'il y a des mercenaires français qui veulent aller faire la guerre contre Bachar el-Assad, eh bien, ils peuvent y aller sans craindre d'avoir des problèmes quand ils reviendront en France. Quand Donald Trump dit l'enfer se généralisera, entre guillemets, au Moyen-Orient, évidemment, il cible l'Iran. Alors déjà, c'est une attaque qui est ridicule et qui rappelle le 11 septembre, où finalement on a eu la désignation de l'Afghanistan et voire même de l'Irak comme responsable des attentats du 11 septembre, alors que c'était ridicule. Et on sait, ça a été démontré, ça a été prouvé, que l'Iran n'a absolument rien à voir avec les otages. L'Iran est un allié effectivement de la Syrie, est un allié du Hezbollah, mais l'Iran n'a jamais été un allié du Hamas ou d'aucun mouvement palestinien. Ils se sont bien gardés d'être impliqués en Palestine, les Iraniens. Donc quand Donald Trump menace l'Iran, il menace le mauvais ennemi. Parce qu'en fait, s'il était sérieux, s'il étudiait vraiment ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui s'est passé avant, comme on l'a découvert avec le ministre de la Défense égyptien, mais également avec le dossier Mur de Jéricho, on sait que l'État israélien, jusqu'au plus haut niveau, ne pouvait pas ignorer ce qui était en train de se passer à Gaza, et donc ne pouvait pas ignorer qu'il y avait un risque pour des otages. Donc les véritables responsables des otages sont les membres du régime de Netanyahou, qui n'ont d'ailleurs jamais rien fait pour obtenir la libération de ces otages, puisqu'ils n'ont jamais respecté aucune des propositions de cessez-le-feu et de paix qu'avait validé le Hamas. Donc, quand Donald Trump fait ça, c'est un espèce de bluff dont il est très connu, et parce qu'en fait, c'est comme un joueur de poker. Il dit, voilà, je ferai ça, ce sera très fort. Un peu comme parfois les Iraniens qui disent, on va lancer une nouvelle salve de missiles et personne n'oubliera jamais ce qu'on va faire. Bon, c'est de la communication, c'est pour essayer d'intimider les adversaires, pour essayer de remuer, entre guillemets, les choses. Évidemment, les Iraniens ne sont plus du tout sensibles à ce genre de choses. D'une part, parce qu'ils savent qu'ils ont un allié qui est très fiable et avec lequel ils ont signé des accords de défense qui est la Russie. Ils ont également la Chine qui a pris position. Donc, si les Américains décidaient des actes fous à l'encontre de l'Iran, ce seraient des actes fous à l'encontre de l'Iran et de ses alliés, donc de la Russie. Donc, il est très peu probable que Donald Trump fasse ça. En revanche, ce qui n'est pas du tout impossible, c'est que Donald Trump a été visé par un attentat. Ce que Donald Trump appelle le marécage aux États-Unis, c'est clairement en grande majorité constitué par ce qu'on appelle l'EPAC, ces énormes lobbies liés à l'État d'Israël. Et donc, avant de prendre véritablement le pouvoir, il est possible que Donald Trump fasse en permanence une espèce d'allégeance à l'État d'Israël pour éviter de ne jamais pouvoir prêter serment et d'être à nouveau la cible d'attentats. Donc Donald Trump fait énormément de prosélytisme pour plaire à la fois aux Israéliens et donner l'impression qu'il est totalement contre l'Iran
éventuellement même contre la Russie et favorable à l'Ukraine. Mais c'est pour pouvoir arriver au moment où il sera enfin le président des États-Unis et il pourra montrer quelles sont ses intentions réelles. Mais il annonce qu'il veut régler son compte au marécage, qu'il veut retrouver la liberté de parole et empêcher les GAFAM, donc les grandes sociétés Internet, d'empêcher les Américains de parler librement. Et clairement, quand il fait ça, il cible les lobbies israéliens de son pays. Et donc, il est obligé de temps en temps de faire ce genre de déclaration pour satisfaire tous ses soutiens au sein de cette communauté, sachant qu'il fera exactement l'inverse une fois qu'il va être président. D'une part, le Moyen-Orient est le plus dangereux parce que l'État d'Israël cristallise énormément d'émotions en Europe, puisque c'est surtout à l'initiative des pays européens que l'État d'Israël a été créé, des Britanniques, et donc il y a un sentiment de responsabilité suite à l'Holocauste de la période nazie et le sentiment qu'on n'a pas suffisamment protégé les Juifs. Et donc ça cristallise beaucoup d'émotions également dans la société américaine. Donc ce sentiment que Israël est le plus grand allié des États-Unis et que quoi qu'ils fassent, il faut les aider. Et donc Israël a très bien compris le message, c'est-à-dire qu'ils n'en font qu'à leur tête. La destruction complète de Gaza, l'assassinat quotidien de dizaines, de centaines, parfois plusieurs centaines de femmes et d'enfants à Gaza tous les jours depuis plus de 400 jours, mais également des bombardements en Syrie, des bombardements au Liban, l'expansion des colonies en Cisjordanie avec la destruction également des infrastructures, la destruction des maisons et beaucoup d'assassinats. Et donc les pays autour comprennent que s'ils n'agissent pas maintenant, Israël mènera à bien son rêve de grand Israël, c'est-à-dire un Israël qui va largement vers l'Égypte, qui prend quasiment la totalité de la Syrie, du Liban, mais qui ne s'arrêtera pas là, puisqu'il y a, selon les rêves israéliens, évidemment la Cisjordanie, la Jordanie et une grande partie de l'Arabie saoudite. Et donc, ce désir expansionniste d'Israël est de plus en plus nettement affirmé, y compris par les ministres qui sont autour de Netanyahou. Et donc, évidemment, aucun pays de la région ne peut le tolérer et ils comprennent que les seuls acteurs qui peuvent aider pour éviter ça, ce sont les Chinois et les Russes. Et c'est pour ça qu'on a véritablement un risque de confrontation mondiale dans cette région, parce qu'on sent que Israël ne s'arrêtera pas, que les Américains, les Anglais, les Allemands et les Français ne s'arrêteront pas d'aider Israël au-delà de toute limite raisonnable, donc de l'humanité, etc. Et c'est extrêmement explosif. Alors qu'à Taïwan, la puissance chinoise économiquement et militairement est telle qu'on imagine mal une confrontation avec les Américains. Et en Ukraine, les démonstrations russes avec Oreshnik, mais également avec toutes leurs armes hypersoniques, le déploiement de sous-marins, le déploiement de leur flotte et évidemment les missiles balistiques qui sont au centre de la Russie, les Américains comprennent maintenant que la Russie n'hésitera pas à tirer sur leur territoire. Donc à un moment ou un autre, ils vont devoir se calmer en Ukraine. La seule chose qu'on peut craindre, c'est toujours pareil, des assassinats, des attentats qui pourraient viser le gouvernement américain, mais également des stratégies avec de l'intelligence artificielle, donc une attaque technologique vers leurs ennemis, et pourquoi pas, et c'est ce que disait d'ailleurs récemment Medvedev dans un entretien, des attaques biologiques. Donc on peut craindre le pire, puisqu'on sait maintenant, les Américains l'ont montré, que le Covid était en réalité une arme biologique, et donc il n'y a
aucune limite dans ce que les psychopathes sont prêts à faire pour détruire tous les adversaires qui les dérangent, y compris en créant des génocides. Donc le plus chaud, c'est le Moyen-Orient et le Proche-Orient, mais en réalité, tout est absolument lié. C'est-à-dire qu'au Proche et au Moyen-Orient, je répète, il y a la présence des armes qui ont été livrées à l'Ukraine, il y a la présence de formateurs ukrainiens, et en réalité, invariablement, il y a les empreintes digitales partout d'Israël, de la France et des États-Unis.